Comment éclairer ce vaste bâtiment? À l'époque, les réverbères publics fonctionnent au gaz, tandis que dans l'habitat privé, on utilise la lampe à huile ou la bougie. En 1878, on a vu la première démonstration au monde de réverbères électriques. Ils n'étaient pas efficaces, mais c'était des réverbères, c'était l'avenir. La lampe à incandescence d'Edison n'est inventée qu'en 1879 et présentée aux Français lors de l'Exposition internationale d'électricité en 1881. Au XIXe siècle, il n'existe évidemment pas de réseau électrique totalement unifié. Il existe au contraire une multitude de petits réseaux, de petites centrales. Ces concessions sont accordées à des entreprises privées pour produire de l'électricité et l'acheminer par des câbles aériens tirés au-dessus des toits. Le réseau de distribution est donc morcelé. Et les architectes décident tout simplement de créer leur propre usine électrique en 1883. Faute de place dans les sous-sols de l'hôtel de ville, une centrale de production d'électricité est installée dans un bâtiment situé à proximité, rue Lobau. Des machines à vapeur font tourner des générateurs électriques qui alimentent des batteries. L'électricité ainsi stockée est ensuite envoyée par câble de l'autre côté de la rue. Cette machinerie complexe ne peut pas à l'époque fournir assez d'énergie pour tout le bâtiment, qui reste éclairé au gaz. Seuls les salons d'apparat et le bureau du préfet bénéficient de la fée électricité, qui éblouit littéralement les invités. On arrivait à la réception dans la salle des fêtes avec un scintillement magique. Et là, ça y est, on s'en allait vers l'éclairage électrique et on montrait vraiment le faste de réception. L'hôtel de ville va aussi se doter de téléphones et d'ascenseurs hydrauliques, qui n'en sont alors qu'au stade de prototype. C'est l'un des premiers bâtiments, à l'exception d'un ou deux hôtels, à installer des ascenseurs. C'est alors une invention très récente. Ce n'est qu'en 1867, à l'Exposition internationale de Paris, que des exposants venus de New York et de Chicago ont fait connaître l'ascenseur. Derrière la qualité réelle des dispositifs techniques, derrière la qualité réelle des matériaux, il y a une foi extrêmement importante dans le progrès. De l'extérieur, rien ne laisse transparaître cette modernité. L'hôtel de ville est surmonté d'un campanile, dernier élément architectural à être édifié. Il culmine à 50 mètres au-dessus du parvis. 3 cloches pesant près de 4 tonnes, reliées à la grande horloge de la façade, donnent l'heure aux Parisiens qui ont enfin retrouvé leur municipalité. Le 13 juillet 1882, 11 ans après sa destruction sous la Commune, l'hôtel de ville est inauguré. En 1882, c'est un bâtiment opérationnel. Et cela montre bien l'importance pour une ville aussi grande et internationale, mais aussi une grande ville nationale, d'avoir un hôtel de ville opérationnel, grandiose et spectaculaire. Mais l'hôtel de ville n'est pas terminé. En fait, c'est le gros œuvre qui est terminé. Pour la décoration intérieure, il y a un énorme travail à venir et qui va encore durer des années. On peut dire entre 1882 et 1906, pour l'essentiel. Pour les décors intérieurs, l'hôtel de ville va reprendre les codes esthétiques du passé. L'hôtel de ville, c'est un vivant paradoxe. On a voulu mettre en avant le progrès, mais en même temps, on s'inscrit dans une continuité et dans une volonté de prestige. Or, le prestige, jusque-là, c'était essentiellement des bâtiments monarchiques. On pense au château de la Loire, on pense aux palais impériaux. L'idée, c'est de retrouver dans le bâtiment, dans l'hôtel de ville, des éléments qui sont des codes de la monarchie.
Plafond à caissons, cheminées dignes de trôner dans des châteaux, parquets de bois précieux comme le palissandre ou l'amarante, tentures de soie ou encore marbre polychrome, on ne regarde pas à la dépense. Les salons sont dorés à la feuille d'or, ce qui n'est même pas le cas à Versailles. Il y a 98 lustres en cristal de baccarat dans l'Hôtel de Ville de Paris. Et le plus important pèse entre 450 et 500 kilos. Donc vous voyez, c'est vraiment la volonté de la République de faire le plus beau possible pour la Maison du Peuple. « 96 peintres sont mis à contribution pour embellir la municipalité. La Troisième République ne veut que des artistes classiques et représentatifs de leur époque. Tous les artistes présents à l'Hôtel de Ville de Paris, ce sont des artistes majeurs du moment et très à la mode. La République ne veut pas d'artistes modernes. Les impressionnistes, vous n'en verrez pas à l'Hôtel de Ville, donc pas d'avant-gardisme à l'Hôtel de Ville de Paris. Ils exaltent le travail des champs, l'histoire de Paris et de ses luttes pour conquérir les libertés municipales, mais aussi les arts et la science. Ici, pas de souverain en majesté, ni d'allégorie sur le pouvoir de droit divin. L'attachement aux valeurs républicaines se niche dans les détails, comme dans la salle des fêtes, copie de la Galerie des Glaces de Versailles. Vous remarquerez tout de suite les petits hommages, en particulier à Versailles, dont la fameuse Galerie des Glaces, rejouée dans une version très républicaine, une version très patriotique, avec toutes sortes d'insignes nationaux placardés un peu partout. Il y a l'or, la splendeur, les lustres. On va retrouver d'autres codes monarchiques à travers notamment les monogrammes. On voit ça dans tous les châteaux, les monogrammes du prince, du roi, de la reine, etc. Et bien là, on va trouver RF, République française. On a par exemple de très beaux cartouches avec la devise. Sauf que là, ce n'est pas la devise d'un prince ou la devise d'un roi, c'est liberté, égalité, fraternité. Tous les métiers d'art sont sollicités pour décorer ce palais. On va chercher à redécouvrir des techniques anciennes, des techniques artisanales qui étaient employées au Moyen-Âge ou qui étaient employées à la Renaissance. Et ça donne lieu au XIXe siècle à des mosaïques, à des vitraux qui, nous semblent inscrits dans une continuité, mais qui en réalité sont des innovations techniques. Les vitraux de la Galerie du Conseil dressent la liste de ceux qui ont dirigé Paris depuis le Moyen-Âge. Prévôt des marchands, gouverneurs généraux, préfet de la Seine et, depuis 1977, maire de Paris. Cette galerie mène à la salle du Conseil.